OK. Donc, alors bonjour et bienvenue donc à ce webinaire du 31 mars 2021, donc à 14 heures heure du Québec, 20 heures heure de la France. Alors, comme d'habitude, donc ce petit webinaire-là a pour objectif de répondre à des questions. Il y a une question qui m'a déjà été posée. Alors, je vais prendre le temps donc de tenter d'y répondre. Évidemment, s'il y a d'autres questions qui s'ajoutent entre-temps ou que ça peut produire en vous, bien, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse y répondre. OK, donc je vais juste mettre le chat, voilà. Bon, donc, la première question qui m'a été posée, c'est concernant la déprogrammation. Alors, c'est une question qui est redondante, parce que c'est une question qui peut revenir dans certains webinaires. Je vais peut-être l'aborder différemment, du moins je l'espère, pour ceux qui auraient déjà... J'ai reçu 5 modules. Quel est le lien entre les 5 modules? En fin de compte, il faut savoir qu'il y a plusieurs programmes de formation qui sont sous une forme de 5 à 6 modules et chacun d'eux a des thèmes différents. Donc, il y a le programme auto-guérison qui va s'adresser à des gens qui veulent faire une démarche d'auto-guérison. Donc, des gens qui ont souvent, ce sont des gens qui ont des problématiques de santé et qui vont développer des outils pour être capables de se soigner. Alors ça, c'est une formule qui existe avec donc 2 premiers modules qui sont les modules que j'appelle de base, qui proposent l'enseignement de la pleine conscience intuitive avec donc la lecture intuitive, la déprogrammation et une technique de soins. Ça, c'est les 2 premiers modules de base qui proposent vraiment donc de pratiquer la base pour comprendre comment ça fonctionne. Et après ça, il y a 3 autres modules qui vont suivre, qui vont avoir des thèmes précis. Comme l'auto-guérison, ben, c'est un module sur les chakras, comment se soigner au niveau des chakras, comment se soigner au niveau des techniques d'auto-guérison, et un 5e module qui propose l'alimentation intuitive. Donc ça, c'est 5 modules donc orientés sur la santé. Et puis moi, dans ces programmes-là, ben, j'accompagne les gens pendant 5 à 6 mois avec des webinaires comme celui-ci et également des rencontres en privé avec la personne. Il y a également le programme Harmonie des émotions, équilibre des relations, qui va avoir les 2 premiers modules de base qui proposent donc l'enseignement pour apprendre les méthodes, et 3 autres modules qui concernent donc la mémoire cellulaire, donc le voyage dans le temps, passé, présent et futur. Il y a un autre module qui est très important sur les relations, qui est assez important en termes de durée aussi. Puis également un autre sur la déprogrammation et le cerveau et déprogrammation qui propose tout le concept de la transformation de l'être. Alors, ça, c'est donc un autre module. Également, un autre programme qui s'appelle Alignement et soins par les guides, qui va donc parler de l'aspect spirituel et du travail avec les guides. Donc, ça, c'est un autre type de programme. Et il y a Mission de vie, transformation de l'être, et également Spirale évolutive des chakras. Donc, ce sont tous des programmes de 5 modules qui proposent toujours la même chose. Donc, 2 modules de base qui sont des modules préparatoires à la pratique, et ensuite 3 modules qui vont vraiment être orientés sur le sujet. Et puis, le programme, bien évidemment, inclut donc un accompagnement que moi je fais avec chacune des personnes pour cheminer avec un objectif de base au départ, puis ensuite de chercher justement à arriver à bon port à travers donc les rencontres qu'on va faire tout au long des enseignements. Donc, pour ce qui est maintenant de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est une des techniques de base. C'est-à-dire que dans la pleine conscience intuitive, il y a vraiment la lecture intuitive. Qu'est-ce que c'est que la lecture intuitive? C'est l'apprentissage d'une façon de se positionner par rapport à ce qui se passe en moi pour être capable de reconnaître que ce qui se passe en moi, bon, ça va se manifester sous une forme de perception imaginaire, visuelle, auditive ou sensitive habituellement, et que le positionnement que je vais avoir face à cette information-là va me permettre de communiquer avec elle. Hein, par exemple, moi, si je dis j'ai peur, je suis pas dans une position favorable pour me connecter avec mon intuition. Si je dis je perçois une peur en moi, déjà, je suis dans une position différente. Je perçois une peur en moi, ça veut donc dire que je suis capable de me dissocier de la peur en question et je suis capable donc d'interagir avec elle. Alors, la lecture intuitive va vraiment me permettre de développer ce positionnement-là de regard sur ce que je suis. C'est très intéressant de comprendre ça parce que cette position où j'observe ce qui se passe en moi me permet de ne pas être identifié à ce qui se passe en moi, mais de reconnaître que ce qui se passe en moi, ce sont en quelque sorte une série d'informations avec lesquelles je peux apprendre à me développer, à me découvrir, à élargir ma conscience, etc. Ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que cette position-là est très favorable avec ce qu'on appelle la communication non violente, qui est un apprentissage qui a été développé par Rosenberg, il me semble, Marshall Rosenberg, et qui propose justement de reconnaître cette position d'observateur, hein, où je constate qu'il y a en moi des émotions qui peuvent se manifester en moi,
Et ces informations, ces émotions qui se passent en moi, ben, quelque part, je peux les reconnaître comme des sentiments, des émotions. Et je vais simplement partager à mon partenaire ce que je suis en train de vivre en tant qu'émotion. Et ensuite, je vais lui faire part de mon besoin par rapport à cette émotion-là. Donc, l'idée de la communication non violente, c'est de ne pas poser un regard sur l'autre en disant c'est de ta faute si je suis en colère. C'est de reconnaître que je suis responsable d'une colère qui est en moi. Et cette colère-là, elle est là parce que quelque chose se passe en moi que je vais apprendre à comprendre par justement cette espèce d'interaction que je propose avec la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire de reconnaître que l'émotion qui se manifeste en moi, par exemple la colère, ben, c'est un messager. Puis ce messager-là, si je prends le temps de me positionner comme l'observateur de cette colère-là, ben, je vais être curieux de savoir pourquoi elle est là. Si je suis identifié à la colère, je ne serai pas curieux de savoir pourquoi elle est là, parce que je vais déjà savoir pourquoi elle est là, parce que je vais m'être identifié à elle. Et c'est tout ça l'art de la démarche intuitive, c'est cette capacité de positionner un regard d'observateur face à ça qui va faire que je vais ouvrir la porte vers la connaissance. Puisque si je m'identifie à elle, on l'a vu, mais c'est simplement quelque chose de figé à ce moment-là. Il n'y a pas cette espèce d'interaction qui peut exister. Donc ça, c'était une des premières choses. Il y a Robert qui me dit, question sur les perceptions. Bon, intuition, c'est pas ressenti. Je peux voir je peux voir en moi, je peux voir des choses, je peux les ressentir et je peux les entendre. Et ça, je fais référence, ailleurs, il y a un quiz, pour ceux qui ne savent pas, que j'avais proposé la dernière fois sur le type intuitif. Donc, il y a des types intuitifs. Il y a des gens qui sont intuitifs, mais qui sont plus sensoriels, donc qui vont plus ressentir dans leur corps. Il y en a d'autres qui sont plus auditifs, qui vont plus entendre une voix dans leur sens de perception. Il y a d'autres qui sont plus visuels, qui vont plus voir des informations, des images, des choses comme ça. Donc ça, c'est 3 modes de communication intuitive importantes. Il y en a d'autres qui vont plus goûter. Ils vont goûter quelque part les perceptions qui vont se manifester à eux. Et dans ce sens-là, ça peut être il y en a d'autres qui vont l'humer aussi. Alors évidemment, ce sont souvent des gens qui vont être des experts de parfum, de vin, qui vont être capables d'arriver à ces niveaux de talent-là. Mais ce sont tous les sens de perception. Donc, il y en a plusieurs. Et selon chacun d'entre nous, nous allons privilégier l'un ou l'autre de ces sens-là au départ. C'est-à-dire que quand je fais une pratique, je vais constater que moi, je suis plus sensitif, par exemple. Alors, c'est un constat que je fais. C'est pas ce que j'ai choisi. Je constate que c'est quelque chose qui s'impose à moi. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la pratique de la pleine conscience intuitive va nous amener à élargir notre champ de perception pour être capable de voir, entendre et ressentir. Mais l'objectif au départ, c'est d'accueillir ce qui se manifeste à moi comme étant la première expression de mon intuition. Donc, si je suis sensitif, ben, je travaille avec la sensation, tout en reconnaissant que le sens visuel et le sens auditif pourraient être travaillés de ma part pour élargir ma palette de couleurs au niveau de mes perceptions intuitives. Donc, la question sur les perceptions que Robert me posait, c'est je suis curieux de savoir comment s'est manifesté à toi le maître chinois lors de notre rencontre d'hier. Tu l'as perçu visuellement? Si oui, le voyais-tu fréquemment ou après un certain temps, te sentais-tu sans le voir? Alors évidemment, c'est ça, on va peut-être positionner la question, c'est que mon Robert, j'ai eu une petite consultation avec lui hier, et il m'a demandé donc de communiquer avec un guide qui est expert de la médecine chinoise. Alors, je vais te dire quelque chose, Robert, je n'avais jamais fait ce genre de petit exercice-là de ce type-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le maître chinois, je ne l'ai pas décrit, mais c'était un maître chinois qui était un peu caricatural, en fait. Il y avait un petit chapeau, des lunettes, il y avait de la petite moustache, un petit pinch. Il y avait vraiment le côté un petit peu, quelque chose de caricatural pour moi dans la perception que j'avais de lui. Puis, évidemment, dans l'information intuitive, évidemment, je le voyais. Donc, ça, c'est une première sens de l'information. Mais également, je l'entendais. Alors moi, j'ai toujours été très auditif et très visuel. Et pour moi, c'est évidemment un mode de façon de fonctionner que je privilégie beaucoup parce que ça me donne de l'information assez facilement. Les sensations, c'est quelque chose que je mets moins en évidence parce que j'utilise moins. Parce que je trouve que c'est peut-être, pour moi en tous les cas, un mode de communication qui est moins confortable. Parce que justement, le visuel et l'auditif, c'est vraiment très facile. J'entends, je vois, donc ça se manifeste assez facilement. Donc, je le voyais fréquemment, oui. Je n'ai pas pris le temps de te décrire en fin de compte comment ça se passait, que quand je te disais, bon, toutes les étapes qu'on a décrites ensemble hier, bien évidemment, c'était lui qui me disait les choses et qui me montrait quelque part qu'est-ce qu'il allait faire, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Alors, peut-être pour préciser aussi par rapport à l'intuition, donc on sait que quand on parle d'intuition, on peut parler de clairvoyant. Le clairvoyant, c'est celui qui a un sens visuel développé.
Le clairaudient, c'est qui? C'est celui qui a un sens audio développé. Et le clairsentient, c'est celui qui a des sensations qui sont développées chez lui très fortement. Comme je disais tout à l'heure, on peut être un clairvoyant, on peut être un clairaudient, un clairsentient sans être capable de développer une connaissance intuitive. C'est-à-dire que moi, je peux voir, par exemple, des choses, mais je peux être incapable de les interpréter, incapable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est un niveau d'intuition qui est assez sommaire. Donc, c'est pour ça que le questionnement est un élément très important dans la démarche intuitive. Le questionnement, c'est cette position que je reconnais que moi, je suis dans un état de témoin et cette position de témoin me permet de voir qu'est-ce qui se passe en moi comme un témoin qui observe. Et quand je le fais sur quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement la même chose. Si je voyage chez Robert, par exemple, dans l'énergie de Robert, ben, l'énergie de Robert, quelque part, va se manifester à moi comme un messager. C'est-à-dire que Robert va dégager une certaine énergie qui va s'exprimer à moi comme un messager qui va avoir des images, des sensations ou des mots qui vont se manifester à moi. Et que si je prends le temps de questionner ces perceptions-là, ben, je vais établir une discussion avec Robert sans que Robert soit présent avec moi. C'est-à-dire que Robert n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour me dire qu'est-ce que je vais obtenir comme information. Et dans ce sens-là, on comprend que la pratique de la pleine conscience intuitive, je la fais sur moi. Aussi, je la fais sur quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose. C'est cette position de témoin qui va faire que je vais être capable de pouvoir communiquer à un niveau inconscient, un niveau plus subtil, ce qui se passe en moi, ce qui se passe chez l'autre. Et c'est ça qui est vraiment un élément très, très fondamental dans la pratique intuitive et qui est très souvent mal compris. Si je veux communiquer avec un guide maintenant, comment vais-je faire ça? Bien évidemment, je vais simplement demander à un guide de se manifester. Ça peut paraître banal, mais c'est exactement comme ça que ça va se faire. Et si j'ai un entraînement adéquat, ben, je vais constater qu'un guide va se manifester à moi. Et si je veux un guide, par exemple, qui est un maître chinois, c'est un guide de maître chinois qui va se présenter à moi. Si je veux être un guide maître de la spiritualité, c'est un guide maître de la spiritualité. Un guide maître des relations amoureuses, ce sera un guide maître des relations amoureuses, et ainsi de suite. Donc, on comprend ici que le jeu intuitif, c'est vraiment un jeu qui est relié à cette capacité que j'ai d'être un créateur. Et le créateur, c'est qui? C'est moi. Et c'est moi, quelque part, qui va donc dire, hein, par cet acte créateur-là, je vais dire, ben, je veux communiquer avec un maître guide qui est un maître chinois. Et à ce moment-là, il va apparaître ce guide-là parce que, avec l'entraînement, j'ai une habileté à le faire facilement. Mais sachez que toute personne qui suit une formation et un programme à quelque part pour pouvoir le faire, arrive à le faire facilement. Quand il comprend finalement que c'est lui qui le génère. Il faut bien le comprendre, hein? Ça, c'est quelque chose que les gens comprennent très mal, surtout lorsqu'il s'agit de guides. On pense que les guides, finalement, ce sont des entités qui sont là, puis à quelque part, elles sont omniprésentes. Elles sont omniprésentes, puis à quelque part, ben, on n'a pas rien à faire de spécial pour communiquer avec elles, parce qu'elles sont toujours là pour nous protéger, etc. Ça, pour moi, ça fait partie des croyances populaires. Moi, dans ma vision des choses, quand je fais un travail avec un guide, ben, quelque part, je peux travailler avec un guide qui peut, quel que soit le guide qui va se manifester à moi, c'est un guide qui va être là. Ce n'est pas nécessairement un guide qui est associé à moi. C'est un guide qui va donc se manifester sous diverses formes. Ces diverses formes-là ne sont pas importantes. Que le guide apparaisse comme un maître chinois ou apparaissent comme un être finalement avec une bosse sur le dos ou un guide s'apparentant à Bouddha ou à Jésus, l'important, c'est la qualité de l'information. C'est pour ça que c'est si important de comprendre qu'il ne faut pas se laisser avoir par les apparences des choses. Dans le monde subtil, ce sont que les perceptions qui se manifestent à nous, ce qui est le plus important, c'est la qualité de l'information intuitive qui va en résulter. Alors, quand on comprend ça, mais quelque part, ça veut donc dire qu'on est créateur, puis qu'on peut faire venir à soi tout ce qu'on veut et tout ce qu'on désire, parce que justement, on n'est pas limité par la forme. La forme, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Sylvain Bélanger. Ça, c'est une forme. Alors, cette forme-là, quelque part que vous voyez, et que je vois, parce que je me vois dans mon écran, c'est une forme, à quelque part, qui est une forme terrestre. Maintenant, quand on rentre dans le monde subtil, cette forme terrestre-là on n'est plus limité par elle. On peut très bien changer les formes comme on veut pour communiquer avec ce que l'on veut et ce qu'on désire. Alors, on comprend ici à ce moment-là qu'on a vraiment un grand talent créateur. Et ce grand talent créateur-là est une source une capacité quelque part immensément vaste de pouvoir voyager avec l'intelligence, avec le grand tout, parce que justement, on peut jouer, interagir avec elle, on peut voyager dans le temps, on peut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la Rome antique.
On peut communiquer avec Jésus, avec Bouddha, avec Napoléon, Bonaparte. On peut vraiment faire plein de choses parce que justement, on est créateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre parce que souvent, dans la démarche spirituelle, on a tendance à avoir cette espèce d'impression qu'il faut attendre que quelque chose se manifeste à moi. Et ça, je pense que c'est bien important de comprendre qu'il y a donc des prédispositions de base, hein, comme la position de témoin est vraiment essentielle pour une démarche intuitive, mais cette position de témoin ne veut pas dire pour autant que je ne fais rien. Ça veut donc dire que j'interagis avec ce qui se manifeste à moi et que je peux faire venir à moi ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de contacter aussi selon l'objectif. Donc ça, c'était pour la lecture intuitive, qui est le premier élément de base. Puis par le questionnement, qu'est-ce qu'on va faire avec la lecture intuitive? C'est qu'on va chercher à faire un processus qui va nous amener vers la cause. C'est-à-dire que moi, je vais questionner l'information intuitive qui est en moi pour comprendre effectivement que l'objectif, c'est d'arriver à comprendre la cause originelle de la raison d'être d'une perturbation qui est en moi. Donc, le questionnement va m'amener dans cette direction-là. Que ça touche l'aspect santé, que ça touche l'aspect relationnel, émotionnel, spirituel, on va toujours aller chercher cette information causale qui va nous donner une opportunité de comprendre la nature du problème dans sa totalité. Et après ça seulement, on va pouvoir ensuite aborder la déprogrammation. Est-il plus difficile de faire une écoute envers soi-même ou envers l'autre? C'est définitivement plus facile de le faire sur l'autre. Alors, ça fait curieux de dire ça parce que beaucoup de gens pourraient se dire, ben moi, j'aimerais ça devenir un thérapeute intuitif, je ne sais pas comment faire, il faudrait que je fasse de la méditation. On a cette espèce d'impression que pour devenir intuitif, il faut devenir quelque part quelqu'un qui va faire de la méditation, qui va devenir végétarien ou qui va avoir un accident qui va l'amener à passer à travers le tunnel de la mort puis revenir sur la Terre, etc. On a l'impression que quelque chose de magique qui doit en résulter, alors que finalement, l'intuition, c'est quelque chose d'assez simple quand on comprend comment elle fonctionne. Mais comme la croyance populaire a créé une façon de voir l'intuition qui est complètement éloignée, en fin de compte, de façon pratique de ce que c'est, ben à ce moment-là, on arrive peu à la développer malheureusement. Beaucoup de gens, quelque part, restent un peu dans cette espèce d'incompréhension, etc. par rapport à ça. Et quand je dis que c'est plus facile de le faire sur l'autre que sur soi-même, ben ça peut paraître curieux, mais dans la pratique, dans l'enseignement, c'est ce que j'observe. Et ça, même mes étudiants le font, me le disent. Quand on travaille sur soi, on fait une démarche sur soi, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre des problèmes majeurs. On rencontre Sylvain. Ben, si je fais ce travail sur moi, la première chose que je vais rencontrer, c'est Sylvain. Bon, ce n'est pas un problème de rencontrer Sylvain, mais Sylvain, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, ben Sylvain, tu sais que je me connais. Hein? J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Donc, vous voyez, cette espèce de limitation qui est reliée à l'identification. Si je fais un travail sur moi, je me reconnecte avec qui je suis, avec mon histoire de vie, avec ce que je connais de moi, et tralala. Donc, ça va m'éloigner finalement de connecter avec l'essence intuitive. L'essence intuitive, ce n'est pas ce que je connais de moi. C'est ce que l'intuition, ce que le corps, ce que je ne connais pas de moi, veut me révéler. Alors évidemment, moi, je peux dire, oui, je me connais. Mais mon corps, lui, il y a peut-être des choses à me dire que je ne connais pas. Et c'est tout ça l'art de l'intuition. Et c'est pour ça que c'est plus difficile à faire un travail sur soi, parce qu'on est confronté, évidemment, à l'identification. C'est beaucoup plus facile de s'identifier à soi-même que de s'identifier à quelqu'un d'autre. Et si moi, je commence à faire un travail de perception avec une personne qui est devant moi, admettons, pour prendre un exemple encore plus net, une personne qui est en France, par exemple, et que moi, je suis au Québec, ben, c'est évident que ce type de relation-là, ben, il y a beaucoup moins de chances pour moi de m'identifier à cette personne-là que j'ai peut-être jamais vue, par exemple, que de m'identifier à moi. Hein. Comme je ne la connais pas, cette personne-là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des perceptions qui se manifestent à moi de cette personne-là, et je suis obligé d'interagir avec ces perceptions-là pour être capable de parler de cette personne-là. Donc, être capable de communiquer de ce que je perçois d'elle. Donc, la capacité que j'ai de faire confiance au processus imaginaire dans un cas où je fais un travail sur une personne, ben, est beaucoup plus élevée que le travail que je vais faire sur moi, qui demande inévitablement d'apprendre à accepter, de taire finalement ce que Sylvain connaît de lui pour accéder à quelque chose qu'il ne connaît pas. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, je le propose assez fréquemment, mais je vais vous le proposer aussi, c'est Se libérer du connu de Krishnamurti, qui montre très clairement tout ce que je viens de vous dire. Dans ce livre, il vous parle vraiment de comment le mental refuse de mourir.
Et comme il refuse de mourir, qu'est-ce qu'il cherche à faire dans tout le processus intuitif? C'est de constamment se rappeler à quelque part, hey Sylvain, tu te rappelles de moi, j'existe, hein? C'est moi Sylvain, tu te rappelles de moi? Vous voyez, on est tout le temps en train de... Alors, quand on se ferme les yeux et qu'on commence à voyager autour de soi, la première chose qui va se manifester à nous, bien évidemment, c'est nous. Hein? C'est cette espèce d'impression de qu'on est ce qu'on est. Et que si on reste dans une position de témoin et qu'on questionne ce qui nous apparaît comme étant ce que l'on est, mais c'est là qu'on commence justement à se sortir de ce que je pourrais appeler la matrice, hein, la matrice mémorielle de mon être, pour être capable d'accepter justement de quitter cette matrice-là, cette programmation-là, pour commencer justement à m'amener vers l'expression plus pure de qui je suis. Et c'est ça un peu le sens de l'intuition, c'est d'être capable de se connecter avec le flot de la vie, qui fait que je suis capable de me connecter avec une forme de sagesse de plus en plus élevée. Donc c'est pour ça, donc Robert, que c'est plus facile de faire une écoute envers soi-même, envers l'autre qu'envers soi-même. Parce que notre difficulté avec nous-mêmes, c'est évidemment nous-mêmes. C'est cette espèce d'impression que l'on a de nous connaître. C'est notre impression aussi c'est nos émotions. C'est un tas de choses qui font qu'on est constamment en combat avec soi-même. Mais en même temps, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, tout enseignement vers l'autre va toujours être précédé d'un enseignement vers soi pour apprendre justement à découvrir comment fonctionne la méthode sur soi-même. Parce que c'est fondamental de comprendre comment elle fonctionne parce que l'intuition, c'est quelque chose on peut décortiquer le mécanisme permettant de développer l'intuition. Et ce mécanisme-là, lorsqu'on le comprend bien, ben, il nous permet donc de pouvoir aller beaucoup plus loin. Quand on ne comprend pas quelque part comment ça fonctionne, ben, on attend des miracles souvent, malheureusement. Moi, c'est ce que j'ai observé à travers le temps. Hein. Les gens qui se disaient intuitifs, ils venaient me voir, puis il y avait des espoirs quelquefois que des choses allaient se réaliser par des miracles, ou ils avaient comme des mauvaises compréhensions d'intuition. Quand on commence à comprendre qu'on peut générer énormément de choses par notre imaginaire, on comprend quelque part que l'imaginaire devient une interface avec ce qu'on pourrait appeler l'univers superlumineux. L'univers superlumineux étant un espace d'intelligence et de sagesse dans lequel on peut être en interaction constamment et perpétuellement pour aller chercher de l'information. Et quand on commence à comprendre qu'on peut interagir avec ça pour que ça puisse venir à nous, on devient quelque part un magicien finalement. C'est ça un peu le principe. Donc, ça, c'était pour la lecture intuitive. Et le deuxième volet, c'est la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc, pourquoi la déprogrammation de la mémoire cellulaire? C'est quelque chose qui est venu, ça fait peut-être 30 ans que je pratique, hein, mais à travers le temps, ce que j'ai observé, je vais prendre l'exemple des enfants parce que c'est un exemple qui est très intéressant. À un moment donné, il y avait des parents qui venaient me voir et qui me disaient, Sylvain, j'ai un gros problème avec mon enfant, il est compliqué, il est difficile, il n'est pas tenable, il est en colère de façon permanente, je ne sais plus quoi faire, pourrais-tu faire quelque chose? Et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à faire un travail de déprogrammation véritablement avec les enfants. Et qu'est-ce qui en résultait très fréquemment? C'est que, bon, la mère me demandait de faire un travail sur l'enfant. Moi, j'ai proposé de faire un travail à distance, c'est-à-dire qu'elle me donnait le nom de l'enfant et j'allais faire un travail de déprogrammation un petit peu chaque jour, peut-être 5, 10, 15 minutes, selon le moment, selon ce que je percevais. Mais chaque jour, je le faisais et j'enregistrais. Et ça pouvait durer peut-être une semaine, c'était à peu près 1 heure de temps, en fin de compte, en tout et partout, sauf que c'était réparti à chacune des journées. Et le travail consistait à me mettre en relation avec le champ énergétique de l'enfant, de constater qu'est-ce qui émanait dans son champ énergétique, et de questionner pour comprendre la raison d'être de ça, puis ensuite de déprogrammer. Déprogrammer, c'était quoi? C'était d'interagir. C'est un peu comme si je pénétrais dans l'univers de l'enfant et que j'interagissais avec lui pour le comprendre. Puis plutôt que de rester simplement à constater que je comprends l'enfant, je cherchais à lui donner ce dont il avait besoin pour se libérer des programmations qui le limitaient ou qui l'empêchaient d'être heureux, etc., dans les perceptions que j'avais. Et avec le temps, donc, ça me permettait d'évoluer à l'intérieur d'1 heure de consultation répartie sur plusieurs jours. J'arrivais à la fin à constater que de plus en plus, l'enfant devenait de plus en plus vite équilibré parce que c'était plus facile, à mesure que les journées avançaient, d'arriver à atteindre l'équilibre. Et les parents, systématiquement, me disaient, Sylvain, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il y a une transformation majeure. L'enfant est beaucoup plus équilibré, je me sens beaucoup plus connecté avec lui, on arrive à beaucoup mieux s'entendre, etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez un enfant, déprogrammer un enfant, c'est beaucoup plus facile qu'un adulte, parce qu'un adulte, lui, finalement, le problème qu'il a, hein, si on peut le dire ça comme ça, c'est qu'il est identifié à sa programmation. L'enfant, lui,
comme il est plus jeune, il est beaucoup moins programmé, beaucoup moins limité dans sa programmation, beaucoup moins identifié à elle. Donc, on peut faire bouger un peu plus les choses. Donc, la déprogrammation, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, je questionne pour comprendre la raison d'être du problème. Et quand j'ai atteint la raison d'être du problème, ou que j'ai atteint le maximum que je pouvais aller dans le questionnement, je vais passer à l'étape suivante, qui est la déprogrammation, qui va me permettre d'aller chercher d'autres informations intuitives, mais aussi de soigner. La déprogrammation, ça repose sur la question fétiche de dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? Ça veut donc dire que quand une information, admettons, je perçois une image de moi qui est triste, ben, je peux questionner pour savoir pourquoi je suis triste. Puis à un moment donné, je peux arriver à dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? Ça veut donc dire que cette image de tristesse qui est en moi, elle peut me répondre, puis elle me dire, ben, Sylvain, j'aurais besoin de courage, j'aurais besoin de tendresse, j'aurais besoin d'amour, j'aurais besoin de vitamine C, j'aurais besoin, toi, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites et nous, parce qu'on a un pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'intention, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à moi de créer dans le moment présent tout ce qui est nécessaire pour répondre à l'énergie en question, pour répondre à la demande qui m'est faite. Et quand on va faire ça, mais ça s'apparente beaucoup à ce qu'on connaît avec la médecine quantique actuellement, où on parle d'information. L'information, c'est qu'on, je ne sais pas si vous avez déjà vu des appareils de médecine quantique, ce sont des gros appareils technologiques, hein, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça pour rendre les choses très simples, c'est que ces machines-là, finalement, ont informatisé de l'information. Par exemple, je donne un exemple, si je prends une petite crème comme celle-ci que j'ai ici, là, qui est une crème pour la peau, bon, que j'ai acheté ici à Saint-Adèle, ce produit-là, finalement, donc, a une vibration, une certaine énergie. Donc, ces appareils de mesure quantique, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris ce produit-là et ils ont été capables de capter le rayonnement énergétique du produit, un peu comme sa signature, puis ils l'ont enregistré dans un ordinateur. Ce qui veut donc dire que la crème, on peut l'oublier à ce moment-là, parce que quand c'est dans l'ordinateur, ça veut donc dire que l'appareil peut retransmettre la signature électromagnétique du produit en question vers un partenaire. Ils vont faire ça avec des vitamines, ils vont faire ça avec des produits homéopathiques, des produits allopathiques, ils vont faire ça avec des émotions, dans certains cas, des pensées, etc. Il y a énormément d'applications. Je vous parle de ça pourquoi? Mais parce qu'évidemment, moi, en tant qu'être humain, je suis un appareil de médecine quantique et on l'est tous. Et cet appareil-là de médecine quantique, qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est qu'il est capable de capter la signature électromagnétique de tout ce qui existe, puis être capable ensuite de la retransmettre à, donc, à une facette de mon corps ou encore sur mon partenaire. Et c'est là que ça devient intéressant de comprendre que quand on fait ça, on va constater que quand on émet l'information, par exemple, de courage, alors comment je vais faire pour émettre du courage? Bien évidemment, je vais faire appel à mon savoir, à mon passé, puis peut-être au savoir humain aussi, pour me mettre en communication avec une ressource qui est en moi, qui est associée au courage. Et cette ressource-là qui est associée au courage, je vais pouvoir donc me lier à elle pour avoir un pouvoir d'intention, l'intention de dire, ben, j'ai envie d'émettre du courage à l'endroit, à l'énergie qui m'en fait la demande, et je vais, par pouvoir d'intention, l'émettre. Et quand je vais l'émettre, je vais constater que l'information va recevoir le courage et que ça va entraîner une transformation. Alors, ça veut dire quoi? Quand j'amène cette transformation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps répond à un signal que je lui ai envoyé. Et quand mon corps répond à ce signal-là, il va me transmettre de nouvelles informations. Il va se manifester à moi de diverses façons. Et c'est là que je vais renouer contact avec une description de l'information intuitive, un questionnement pour comprendre la raison d'être de la réaction, et qu'ensuite je vais pouvoir retrouver en fait l'action de déprogrammation de nouveau pour donner au corps ce dont il a besoin, et ainsi de suite. Et plus la déprogrammation, à quoi elle va servir, c'est qu'elle va servir de sortir d'un état. Ainsi, je sens de la tristesse en moi et que je déprogramme cette tristesse-là, mais la tristesse, à quelque part, va me donner à un moment donné de nouveaux signaux qui ne correspondront plus à l'état de tristesse, mais qui vont correspondre à des informations qui m'informent de qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, pour être de plus en plus heureux et dégagé de ma propre vie. Donc, ça va me mettre en contact avec deux choses. D'une part, avec un nouveau signal qui est thérapeutique. Ça touche l'aspect soin. Et un autre aspect qui va être important, qui va être de me montrer qu'est-ce que je suis en train de devenir. C'est-à-dire que si je suis plus dans un état de tristesse, je deviens un être plus épanoui. Et si je deviens un être plus épanoui, à quoi je ressemble quand je suis plus épanoui? Et c'est là qu'on aborde la notion du potentiel évolutif.
Le potentiel évolutif, ou expansif, c'est quelque chose qui n'est pas encore actuel, mais c'est quelque chose qui est en train de naître en moi. Et plus je donne de l'importance à ce que je suis en train de devenir, plus je risque de lui donner l'opportunité d'exister. En physique quantique, il a été beaucoup identifié, des réflexions qui sont faites, évidemment, en médecine quantique, qui émènent l'idée que le cerveau, c'est un être de probabilité. C'est un organe de probabilité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je traîne avec moi mon passé, mon présent, puis à quelque part mon futur en moi présentement. Et ce futur-là, finalement, il repose sur quoi? Ben, il repose sur des probabilités face à mon passé. Alors, mon passé m'a construit une certaine façon d'être. Et puis moi, plus je suis identifié à mon passé, plus évidemment, mon processus d'identification à mon passé va faire que mon futur va être programmé par mon passé. Moins je suis identifié à mon passé, plus je suis capable de le transformer, ce passé-là, pour être capable de me mettre dans une position où mon futur va être de plus en plus en harmonie avec moi. Ça touche un peu ce qu'on appelle l'épigénétique, entre autres, puisque l'épigénétique démontre que ce qu'on croyait qui était figé au niveau des gènes n'est pas figé. On peut avoir donc des transformations, on peut amener des changements dans celui-ci. Donc, tout ça, finalement, ça ouvre la porte à ce que la déprogrammation, c'est un peu comme si je travaillais sur la mémoire cellulaire. Dans la cellule, il y a le code de l'ADN, entre autres. Et donc, on peut penser quelque part que ces techniques-là peuvent amener des transformations dans la réorganisation lumineuse de la cellule et, entre autres, du code de l'ADN. Alors, ce sont des hypothèses, évidemment, qui sont émises, mais pour faire comprendre le procédé dans lequel on se retrouve à être dans une démarche intuitive qui est de moins en moins ésotérique, en fin de compte, parce qu'avec la science et le développement de la science, on se rapproche vraiment à une compréhension beaucoup plus organisée, beaucoup plus cohérente et beaucoup plus terre à terre, en fin de compte, de tous ces mécanismes intuitifs-là qu'on percevait il n'y a pas si longtemps comme étant très ésotériques. Donc, ça, c'était pour la déprogrammation. Je vais m'adresser, est-ce que tout le monde c'est clair pour tout le monde, ça? S'il y a des questions, ce serait peut-être le temps de les poser par rapport à la déprogrammation. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, évidemment, il y a plusieurs applications à la déprogrammation, mais la clarté ce qui est le plus intéressant pour la déprogrammation, c'est de travailler avec la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est la mémoire de mon histoire personnelle, la mémoire de mon histoire familiale, donc mes ancêtres, la mémoire d'autres vies. Alors, c'est là qu'on va vraiment avoir un apport vraiment très intéressant avec la déprogrammation parce qu'on travaille justement, c'est un peu comme si on rentrait dans l'espace du vécu de moi ou d'un partenaire et qu'on rentrait, on interagissait avec les personnages qui étaient présents et qu'on pouvait donc leur donner tout ce qui était nécessaire pour qu'ils se dégagent, se libèrent des programmations, des limitations qui sont en eux. Et c'est ça qui va faire que des transformations peuvent se manifester. Donc, il y a Lucien qui me dit qu'elle a compris, donc merci de ton message. Est-ce que Nathalie a compris? Je vais dire Nathalie parce que je pense que c'était entre autres une personne qui m'avait fait part de ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Nathalie? Oui, Joël, le micro, c'est correct? Mm-hmm. Oui, OK. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que là, si je résume ce que tu as dit, c'est qu'en fait, il y a comme un questionnement, là, il y a quelque chose qui émerge, puis tu envoies comme une énergie pour reprogrammer à la personne. Mais ça ne se fait pas de façon instantanée. Et tantôt, tu as parlé de plusieurs fois, parce que, tu sais, c'est quand c'est des années de programmation, ça peut prendre un certain temps. C'est sûr que ça touche à quelque part, tu vois, donc quand je parlais avec un enfant, par exemple, l'enfant, on va constater qu'on arrive à des résultats plus rapides chez l'enfant parce que l'enfant semble être moins programmé que chez un adulte. C'est ça que moi j'ai observé dans l'observation de ça. Maintenant, quand on veut travailler sur quelqu'un qui est un adulte, je donne un exemple. Aujourd'hui, je fais un travail sur une personne qui avait un problème de constipation. Alors, c'est la première fois que je faisais un soin avec elle concernant la déprogrammation. Je ne sais pas l'impact que ça a eu, mais pendant toute l'étape du soin que j'ai pu faire avec elle, on a pu aborder énormément d'informations sur le processus qui l'a amené à la constipation, qui est une constipation chronique depuis plusieurs années. Donc, maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner parce que pendant que je faisais ces actions-là de déprogrammation, il y a eu donc un changement dans le constat, dans le ressenti énergétique de la personne, où j'ai pu voir effectivement que ça entraînait donc des situations, des réactions qui pourraient donc se traduire dans son corps.
hein, parce que ça pourrait entraîner, donc, par exemple, une libération intestinale, par exemple. Ça serait un objectif qui serait intéressant à constater. Évidemment, je vais garder contact avec la personne, puis on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que ça amène comme changement. Mais tout le processus de déprogrammation, c'est un processus qui s'ajoute à ce que j'appelle l'accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? C'est de quelle façon que je vais m'accompagner. Cette personne-là, par exemple, j'ai fait un soin de déprogrammation, mais si maintenant je ne l'accompagne pas, ben, quelque part, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. L'accompagnement, c'est cette capacité de prendre par la main quelqu'un, qui peut être moi-même si je le fais sur moi-même, ou un partenaire si je le fais sur un partenaire, et être capable de l'accompagner dans une démarche de guérison plus profonde pour favoriser la déprogrammation plus en profondeur. Et c'est ça, quelque part, qui va être l'objectif, justement, de cette notion d'accompagnement-là. Donc, la déprogrammation n'est pas miraculeuse. Elle a quand même, par contre, elle est un outil de connaissance de soi, parce que par la déprogrammation, on arrive à mieux en mieux comprendre un processus qui était profondément ancré chez une personne. On arrive donc à faire remonter à sa conscience les mécanismes, les origines des problématiques. Donc ça contribue donc déjà à favoriser un mieux-être chez la personne, puis sans doute une amélioration, sans doute des problématiques qui peuvent se vivre chez elle. Puis évidemment, dans un deuxième temps, ce qu'on va espérer, c'est que les informations qu'on transmet à la personne, les modifications énergétiques qu'on lui donne, va entraîner une transformation. Moi, j'ai vu des gens avoir des transformations très soudaines en une seule fois, par exemple, des gros changements dans leur vie, et d'autres fois, des gens qui ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est miraculeux. Puis, on va voir que le troisième aspect, c'est le soin énergétique qu'on va aborder tout à l'heure, qui va être un autre élément qui va s'ajouter ajouter à ça. Mais c'est certain qu'on doit comprendre que oui, ça peut être miraculeux, mais ça ne l'est pas toujours. Et ça, il faut l'accepter parce qu'évidemment, on n'est pas on n'a pas à vendre l'idée quelque part que tout est miraculeux. Là. Et je pense que des fois, la pensée magique voudrait que tout soit miraculeux, merveilleux, fantastique. Ce n'est pas toujours le cas. Et quelquefois, ça peut être effectivement plus long. Est-ce que je répondais à ta question, Nathalie? Oui. Il y a une autre question qui me vient de Robert. Est-ce qu'un guide peut faire de la déprogrammation ou c'est généralement quelque chose qu'on fait soi-même? Oui, un guide, justement, d'ailleurs, dans l'enseignement sur les guides, il y a deux volets. Le guide, bien évidemment, c'est un conseiller. Donc, c'est un guide peut se présenter à nous comme un conseiller qui va nous aider à élargir notre champ de conscience par des conseils, par etc., mais il peut être également un intervenant. Un intervenant, ben, quelque part, bon, dans le cas d'hier, avec toi, Robert, l'intervenant, ben, moi, il a mis pied d'aiguille dans le bas de ton corps, par exemple, si tu te rappelles. Donc, il y a une possibilité que le guide devienne un intervenant. Et l'intervenant, bien évidemment, va avoir une action de déprogrammation et de soins à ce moment-là, qui peuvent donc, encore une fois, générer plusieurs choses. Premièrement, un mieux-être. Si c'est un soin qui amène un mieux-être, ça peut être un mieux-être. Ça peut être également une libération. Par exemple, quand on traque des entités, ce qu'on appelle des entités. Des entités, qu'est-ce que c'est? C'est des mémoires, finalement, qui sont figées dans notre champ de conscience et à laquelle on est fortement identifié. Alors, les guides peuvent nous aider aussi à nous dégager de ça. On appelle ça des passeurs d'âme, entre autres aussi, les guides qui vont travailler sur des mémoires d'êtres finalement qui se figent sur la Terre, par exemple, pour refuser de mourir, ben ça aussi, ça fait partie quelque part des démarches qui peuvent être faites et la déprogrammation va être très utilisée et très, très intéressante pour pouvoir justement faire une démarche intéressante et non pas tomber dans ce que j'appelle la croyance populaire qui nous ramène vers ce qu'on appelle l'exorcisme, des techniques finalement qui sont quelquefois basées sur la foi, mais qui ne sont pas basées sur la compréhension. Puis moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la compréhension par rapport à ces phénomènes-là, parce que moi-même, j'avais déjà été exorcisé par un guérisseur, et ça m'avait amené beaucoup de questionnements, puis j'ai toujours été sensible à ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir par la suite ayant différents types de problèmes de cet ordre-là, et il faut comprendre que ce qu'on appelle une entité, c'est simplement une mémoire qui a un niveau de conscience, un niveau d'identification à son expérience qui est plus ou moins élevé. Alors, une entité a habituellement un niveau d'identification qui est très élevé. C'est ce qui fait effectivement qu'on a l'impression qu'on fait affaire justement à quelque chose qui s'appellerait une entité, hein, une entité, mais que quand on commence à comprendre pourquoi cette énergie elle est là, on comprend qu'elle a de la souffrance. Et pourquoi elle a de la souffrance? Bien évidemment, elle a des besoins. Et plus on cherche justement à dénouer tout ça, mais plus on libère la mémoire. Si on a cette espèce d'idée que c'est une énergie qui est négative, c'est une énergie qui est sombre, c'est une énergie qui est méchante, bien évidemment, vous comprenez ici que toute cette connotation que je viens de vous nommer fait que ma relation avec
l'entité va être négative. Hein, je vais l'apercevoir comme étant quelque chose de négatif, donc je vais me battre avec. Je ne vais pas être dans une position de témoin. Et l'idée donc de la démarche de la pleine conscience intuitive, c'est vraiment favoriser la position de témoin et dans toutes les circonstances, que ce soit avec un guide, avec une entité, avec une perception intuitive, que ce soit sur moi ou sur un partenaire, on a toujours la même position de témoin. Le témoin, c'est celui qui observe. Et celui qui observe n'est pas dans une position où il est en train de projeter ses émotions, ses peurs, ses insécurités vers quelqu'un d'autre ou vers une mémoire. Vous voyez, le mécanisme, c'est vraiment de regarder une position de témoin qui accepte d'être en communication avec quelque chose. Et on ne parle pas de préjudice négatif par rapport à ça. C'est ça qui va être souvent le plus intéressant à ce moment-là. Donc, une autre question qui m'est posée, est-ce qu'un guide peut faire de l'information? Ça, j'ai répondu. La dépensée est un avantage de la pleine conscience intuitive sur la psychologie classique. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire après des années de psychanalyse. Ça, évidemment, je ne peux pas répondre à ça comme tel parce que je ne sais pas, je sais évidemment que moi, je crois en ce que je fais, c'est bien évident. Et c'est certain que je sais que la démarche intuitive est une démarche qui est dérangeante pour la psychologie moderne parce qu'évidemment, elle vient remettre en question quelque part le modèle de la psychologie moderne, finalement, parce qu'on comprend que moi, en tant qu'intervenant, j'influence mon partenaire par le simple fait que j'émane une certaine énergie. Et ça ouvre la porte vraiment à toute la psychologie quantique, hein, c'est-à-dire un nouveau modèle de la psychologie moderne qui est en train d'amener à prendre conscience qu'on n'est pas un système fermé. Moi, je suis là, puis parce que je suis là, mais je dégage quelque chose, puis vous êtes là, puis vous dégagez quelque chose. Donc, on reconnaît qu'il y a un phénomène énergétique et la psychologie moderne n'a jamais vraiment voulu reconnaître ça. Donc, avec la science, avec la physique quantique qui évolue, ben, je pense finalement on va devoir reconnaître que la psychologie telle qu'elle a été jusqu'à maintenant, ben, il faut qu'elle soit réfléchie autrement pour pouvoir permettre justement une démarche plus intéressante. Il faut savoir aussi qu'en psychanalyse et en psychologie classique, beaucoup de gens ont reconnu des phénomènes intuitifs, mais ils ont été très mal à l'aise à les intégrer dans leur pratique parce que ça ne faisait pas partie de leur pratique. Donc, ils ont mis de côté ou ils n'en ont pas vraiment trop parlé. Alors, c'est toutes des choses qui sont intéressantes à comprendre. Il y a un livre que moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Découverte de l'inconscient. Histoire et découverte de l'inconscient de Helen Berger plutôt, qui est un ami qui a écrit un livre, un gros livre là, sur toute l'historique de la psychologie. C'est vraiment très intéressant parce que la première partie du livre, c'est sur le chamanisme et lui met en évidence à quelque part que toutes les traditions chamaniques sont à l'origine de la psychologie moderne. Donc, c'est très intéressant comme livre pour comprendre davantage d'où est-ce que vient la psychologie, puis c'est quoi les racines des traditions anciennes qui ont permis à la psychologie moderne de se mettre en place. C'est controversé ce livre-là, par contre, je tiens à vous le dire. Beaucoup de gens ont contesté les conclusions que ce monsieur-là a fait parce que il se disait, ben non, ça ne vient pas du chamanisme, la psychologie, c'est nous-mêmes, c'est les psychologues qui l'ont inventé, c'est des gens, Freud, etc. Bon, c'est controversé, mais c'est quand même un livre très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé le lire. Lucien qui me dit, pourquoi est-ce que l'on parle souvent de 21 jours, 28 jours consécutifs, certains autres disent 60 jours pour pouvoir assimiler un soin énergétique dans le corps? Ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais y aller de mémoire pour donner l'information, mais je pense qu'il faudrait le vérifier. Moi, j'avais déjà lu que, selon les neurosciences, qu'on avait constaté que 21 jours était un chiffre, à quelque part, qui était nécessaire pour permettre justement aux neurones de pouvoir faire des circuits neuronaux nouveaux. Alors, on parlait de 21 jours pour cette occasion-là. Maintenant, encore une fois, moi, je vais être un petit peu sévère sur ces choses-là parce que c'est ce que j'appelle des recettes. Les recettes, c'est que quelle que soit la personne qui est devant moi, je vais lui dire, il faut 21 jours pour que tu arrives à des résultats. Mais moi, je pense que la personne qui est devant moi va peut-être en prendre 62 jours. Elle va peut-être prendre 3 ans. Puis l'autre à côté va peut-être en prendre 5 jours pour le faire. Vous voyez, comprenez qu'on est toujours dans cette notion de recette magique qui s'applique à tout le monde, mais ce n'est pas vrai. Chaque être humain est différent et c'est pour ça que pour moi, la démarche intuitive, j'ai toujours préconisé en premier lieu la démarche intuitive parce que je crois que la perception intuitive permet justement, non pas de faire des recettes, mais elle permet à quelque part de comprendre finalement l'être humain qui est devant soi. Et quand on le comprend, on n'est pas en train de lui dire des recettes magiques ou des formules magiques. On est en train de lui faire part de qui il est et de qu'est-ce qu'il a de besoin plus spécifiquement. Et c'est là-dessus que moi, je crois
que c'est la voie plus sûre. Mais selon ce que moi j'avais compris, c'est qu'après 21 jours, bien évidemment, les circuits neuronaux avaient plus de chances de pouvoir finalement avoir été créés pour permettre le changement. Donc, parce qu'il faut savoir qu'un changement, bien évidemment, les neurones doivent créer des circuits pour favoriser ce changement-là. Ces circuits-là vont se faire de quelle façon? Mais par une forme de répétition. La répétition, c'est que mon mental, mon cerveau va appliquer, va développer une attention précise, régulière sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle route. Et par la répétition, bien, les neurones vont s'organiser dans cette nouvelle voie-là. Et ça prend 21 jours à peu près pour parvenir à faire cela d'une façon traditionnelle, d'une façon ce qui était observé dans les neurosciences. Mais là, je le dis avec certaines petites interrogations parce que je ne peux même pas vous donner la référence de ça sur quoi je me base pour vous dire ça. J'avais lu ça, mais je ne me rappelle plus où est-ce que c'était exactement cette information-là. Ensuite, donc après, lecture intuitive, déprogrammation, il y avait le soin. Alors, qu'est-ce que c'est que le soin? C'est la capacité de soigner. Alors, se soigner, bien évidemment, c'est se soigner, c'est sur moi ou sur un partenaire. OK? Alors, c'est dit de se soigner, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on part du principe que moi, en tant qu'être humain, je suis un être de lumière. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait dire ça comme ça et se dire, ben, t'es un sacré ésotérique, hein, poser une chose pareille. Il faut quand même savoir que le physicien Pop, qui est un physicien de médecine quantique, a donc développé, a démontré en fait, pour commencer, que les cellules du corps absorbaient puis rémettaient la lumière provenant du soleil. Les photons. Alors évidemment, on peut y mettre l'idée que lui a démontré que c'était le soleil, mais évidemment, on peut facilement envisager que les planètes, le cosmique, hein, inondent d'énergie l'être humain que nous sommes, mais il avait émis cette idée-là, puis cette hypothèse-là a été démontrée. Puis il a même développé un appareil qui permet de mesurer cette capacité que les cellules ont d'absorber et remettre de la lumière. Donc, c'est quand même intéressant, cette idée-là. Ça veut donc dire finalement que quand on dit qu'on est un être de lumière, ben quelque part, on n'est peut-être pas tout à fait à côté de la traque, comme on dit, puisque ce physicien-là a démontré cette réalité-là. Ce qui est intéressant de comprendre, donc, ça veut dire que moi, si je suis un être de lumière, il y a peut-être des moyens pour être capable d'être plus lumineux. Alors, la pratique chamanique a mis en évidence une technique qui est toute simple, qui s'appelle la pratique d'enracinement, qui, elle, me permet de me connecter avec l'énergie tellurique de la Terre. Donc, le champ électromagnétique de la Terre, c'est le champ Schumann. C'est une certaine fréquence. Et moi, en tant qu'être humain, je peux me syntoniser avec ce champ électromagnétique-là. De quelle façon? Par ma capacité à me syntoniser avec la Terre. De quelle façon je vais faire ça? Par mon imagination. Par ma capacité à prolonger ma conscience corporelle dans la Terre pour me syntoniser avec cette énergie-là et la faire remonter à mon corps. Et si je fais remonter cette énergie-là dans mon corps, puis que je la fais vibrer dans tout mon être, ben, je suis en harmonie avec le champ tellurique de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'enracinement. Et si je suis capable de me syntoniser avec l'énergie du ciel maintenant, les planètes, les étoiles, le cosmos, ben, quelque part, on peut envisager que dans cette relation d'unicité entre la Terre et le ciel qui circule à travers mon corps, ben, on peut envisager que je deviens finalement un être plus capable d'accumuler de la lumière en moi et que parce que je suis plus capable d'accumuler de la lumière en moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pouvoir l'utiliser pour me soigner ou pour soigner un partenaire. Alors, comprenez que des fois, on va dire, oui, mais moi, j'ai appris telle technique énergétique, j'ai appris telle autre technique énergétique. Mais moi, ce que je viens de vous parler, c'est la technique la plus simple qu'on peut imaginer. Alors, évidemment, l'être humain, il aime bien, quelque part, mettre de la couleur autour de la simplicité pour la rendre plus complexe. Mais la technique elle-même, elle est simple. C'est-à-dire qu'un bon soignant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va être capable de pouvoir accueillir la terre et le ciel à travers son corps pour augmenter son champ d'énergie, pour être capable d'être plus lumineux et que, parce qu'il est plus lumineux, ben, il y a plus de lumière à transmettre, à se donner à lui-même ou à donner à un partenaire. Et c'est comme ça qu'il va arriver à des résultats qui vont lui permettre de soigner les gens. Donc, dans la pleine conscience intuitive, vous avez la lecture intuitive qui vous permet de comprendre ce qui se passe. La déprogrammation qui nous permet d'élargir ce qui se passe en nous libérant des programmations, des limitations et des croyances qu'on a pu accumuler dans notre vie qui peuvent nous empêcher ou nous limiter dans notre évolution. Et les soins énergétiques ben, vont nous servir à rétablir la lumière. Rétablir la lumière, c'est de rétablir quelque part une circulation lumineuse dans mon corps, dans celui d'un partenaire. Alors, quand on regarde sur le corps d'un partenaire, par exemple, ben, depuis le début des temps, les guérisseurs ont démontré, hors de tout doute, que
on peut soigner des gens et on peut les améliorer. Moi, j'ai travaillé dans les hôpitaux, par exemple, à un moment donné, puis j'ai travaillé avec des gens qui avaient des douleurs très chroniques, des gens qui étaient même condamnés à mourir. On a travaillé avec ces personnes-là, puis on est arrivé à des résultats très impressionnants, même au point que le centre, que les gens de l'hôpital qui avait une clinique d'urgence, une clinique de douleur, c'est ça, une clinique de la douleur, et ils étaient venus nous rencontrer parce que justement, ils voulaient comprendre qu'est-ce qu'on faisait de spécial pour arriver à des si bons résultats par rapport à la douleur. Puis il y a des gens une personne entre autres qui était condamnée à mourir, qui plusieurs années plus tard, on l'a revu parce que après 3 soins que je lui avais donnés, elle avait retrouvé quelque part tout ce qu'il fallait pour fonctionner puis pour vivre. Donc, ça pour vous dire quelque part que l'énergétique, on en est encore très loin. On est en 2021 là, et on est encore très loin de la reconnaissance des habiletés à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas d'argent qui est investi dans la recherche. Il n'y a pas d'intérêt associé à ça parce qu'évidemment, on est dans le pouvoir pharmaceutique est actuellement le pouvoir important au niveau médical. Donc, évidemment, tout l'argent est mis là. Et évidemment, tout ce qui touche quelque chose de moins payant, dont les soins énergétiques. Hein. J'avais déjà, moi, regardé des livres qui présentaient toutes les recherches qui existaient dans le monde sur la guérison. Et malheureusement, il n'y a pas d'argent qui est mis là-dedans. Donc, il y en a, mais c'est des recherches quand même assez sommaires. Il y a peu de recherches qui ont sont d'importance. Mais en même temps, on connaît tous des gens qui ont été soignés par un guérisseur et qui a pu lui faire du bien. On connaît aussi des gens qui ont vécu des scandales aussi autour de ça. Je suis d'accord, malheureusement, il y a un peu des deux, mais il y a beaucoup plus souvent des gens qui ont pu bénéficier de ces soins-là, je pense, que l'inverse. Quand vous dites d'un partenaire, est-ce qu'on peut le faire sans la permission du partenaire? Ça, c'est une question qui est une bonne question et qui touche l'éthique. Moi, j'ai développé une éthique dans l'école, dans l'enseignement que j'ai proposé. J'ai considéré qu'il y a une éthique à mettre en place par rapport à ça. Pourquoi? Parce que un certain Noël, je vais vous donner cet exemple-là, un certain Noël, il y a quelques années, j'étais à côté d'une personne que je ne connaissais pas vraiment, qui était la cousine de mon ex-compagne, et elle n'a pas voulu me parler de la soirée. C'était un Noël en plus, donc le temps des fêtes, normalement, bon, on discute, on parle, on s'amuse, on ne se casse pas la tête. Et là, cette personne-là avait vraiment une volonté de ne pas communiquer avec moi. Donc, c'était un peu ennuyant la soirée parce que, bon, cette personne-là n'avait pas le souhait. Et j'ai su plusieurs mois plus tard qu'elle n'avait pas voulu communiquer avec moi parce qu'elle avait l'impression que j'aurais pu lire en elle, que j'aurais pu prendre le temps de faire une lecture intuitive sur elle pendant le 24 décembre du temps des fêtes. Vous voyez un peu le style. Hein? Alors, c'est juste pour montrer quelque part comment les gens ont de l'appréhension ou de la peur par rapport à ça. Moi, je peux vous dire aussi que dans des marchés d'alimentation naturelle, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui sont venus me donner de l'information intuitive sur moi. Ça m'est arrivé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais bon, ça m'est déjà arrivé. Tout ça pour vous dire quelque part que moi, je peux comprendre la méfiance que les gens peuvent avoir face à des intuitifs, parce que ça veut donc dire que ces gens-là sont capables de lire à notre insu ce que l'on est. Ils peuvent aller chercher l'information, puis ils peuvent nous manipuler, autrement dit aussi. Vous allez me dire, non, 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 oui, mais ça peut arriver. Malheureusement, on en voit de ces situations-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de faire des soins sans l'autorisation d'une personne, parce que ça devrait dire quelque part que cette personne-là pourrait interpréter le soin que l'on fait comme étant une intrusion ou une forme de tentative de domination ou je ne sais quoi. Donc, on doit absolument chercher à collaborer avec la personne et ça veut donc dire de le mettre dans une position de confiance pour lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour faire des choses à son insu, on est là pour justement assumer qu'on peut l'aider si elle assume qu'elle veut être aidée par nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, évidemment, en toute pratique, puis quand je vous dis ça, c'est que quand on parle de soins énergétiques, dans la pleine conscience intuitive, on combine les trois, lecture intuitive, déprogrammation et soins. Donc, le soin est toujours connecté avec la lecture intuitive et la déprogrammation. Donc, on n'est jamais dans un truc où on scinde l'un ou l'autre. Hein. C'est les trois qui sont ensemble dans la pratique. Donc, quand on fait une action sur une personne, il y a quand même des nuances qui ont été apportées parce qu'on a réfléchi un peu à la question de ça. C'est que moi, par exemple, je ne peux pas dire, ben tiens, il y a un enfant qui est là, qui a 3 mois, je ne peux pas faire de soins sur cet enfant-là. Bon, je ne peux pas lui demander l'autorisation, mais l'enfant ne peut pas me répondre non plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a une personne d'autorité qui, elle, va pouvoir me demander de le faire. C'est sa mère ou son père. Donc, vous voyez, alors, il y a dans ce sens-là, évidemment, un enfant ne peut pas me donner de l'information sur ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, mais la personne responsable, elle peut le faire.
Donc ça, c'est important de se référer à la personne responsable. J'ai une personne qui est atteinte d'un coma, par exemple, elle ne peut pas me dire « je veux un soin ». Par contre, la personne responsable peut me dire, Sylvain, fais un soin à cette personne-là. On pourrait me dire, oui, mais on peut le faire sans demander l'autorisation à la personne, en demandant son âme. Mais moi, personnellement, si vous êtes capable de me faire la preuve que c'est l'âme à qui vous parlez, on en reparlera. Mais tant et son temps que vous n'êtes pas en mesure de faire la preuve de ça, c'est pour moi de l'intrusion déguisée. Parce que si on doit finalement vivre dans une société dans lesquels il y a des êtres humains qui sont là, qui peuvent nous juger. Puis on doit donc à ce moment-là, évidemment, s'assurer que les choses qu'on va faire, on va le faire de la façon la plus juste possible. Puis malheureusement, donc, dire que c'est l'âme de la personne qui a voulu que je fasse telle chose, bien, ça peut aller loin. Hein, on pourrait dire, ah, ben je l'ai tué parce que c'est son âme qui voulait que je la tue. Vous voyez, ça peut être, le délire peut aller jusque-là. Donc, on doit comprendre ici que l'éthique, c'est de s'assurer qu'on va faire un soin à une personne que si elle nous le demande ou une personne responsable nous le demande, pour justement se protéger aussi de la société, malheureusement, qui, elle, a évidemment un regard de justice hein, qu'on peut comprendre, puis face à des choses qu'on ne comprend pas, bien évidemment, on peut être mal jugé. Donc, je pense que c'est important donc de bien s'assurer de ça. Donc, c'est ça un petit peu la question, la réponse que je donnerais à Lucien, là, finalement, concernant cette idée-là. Donc, évidemment, c'est ça qui est le plus simple. Alors, voilà, ça, c'était un peu la question, la réponse que j'avais envie de donner, donc, par rapport à la pleine conscience intuitive. Donc, il y a lecture intuitive, déprogrammation et soins. Et ensuite, à partir du moment qu'on a fait le soin, qu'est-ce qui se passe? On revient à la lecture intuitive, déprogrammation, soins, lecture intuitive, déprogrammation, soins. C'est comme ça qu'on va faire un genre de rotation pour aller chercher de l'information. Puis évidemment, il y a plusieurs domaines d'action qu'on peut faire. On peut travailler sur l'aspect santé. La santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur les organes du corps humain. Alors, ce que je vais faire, moi, à ce moment-là, c'est que je vais prendre un livre d'anatomie, physiologie, d'anatomie surtout, et je vais regarder à quoi ressemble mon corps pour faire un voyage dans mon corps en tenant compte de ces... en tenant compte à quelque part de ce qui a été vu dans le corps humain. Hein, dans l'anatomie, vous avez des dessins, des photos, etc., qui vont vous permettre de vous inspirer pour aller voir, faire un voyage dans votre corps dans lequel vous allez tenir compte de la réalité, tout en tenant compte de ce que vous allez chercher comme information intuitive pendant que vous allez le faire. Donc, par exemple, si je vais voir mon foie, alors mon foie peut avoir une certaine forme, physiologiquement objective. Hein, dans un livre d'anatomie, je vais voir le foie puis je vais voir à quoi il ressemble. Mais je peux voir que dans ma perception, mon foie peut être 3 fois gros comme il devrait être. Donc, ça, c'est un signe que mon corps veut me parler. Alors, c'est là qu'on doit apprendre à dire, mais comment ça se fait que tu es gros comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que tu as une raison? Et c'est comme ça qu'on va arriver justement à établir une communication avec l'organe en question. Évidemment, la structure énergétique, il y a les méridiens acupuncture, les chakras, bon, il y a plusieurs façons de travailler. Moi, c'est sûr que c'est les chakras que j'ai beaucoup privilégiés. Je suis en train de finir un livre d'ailleurs qui va présenter donc toute une typologie autour des chakras qui, je pense, va beaucoup aider pour le développement de l'intuition parce que c'est vraiment inspiré sur les années d'expérience que j'ai fait. Donc, le livre est vraiment basé sur ces observations-là du champ énergétique et des chakras. Donc, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui va être très intéressant. Mais évidemment, on pourrait le faire aussi sur la lecture des méridiens d'acupuncture, ce que moi, je n'ai pas tellement fait. Pourquoi? Mais parce que ça demande, c'est un autre langage. Hein. La médecine chinoise, c'est un autre langage. Moi, ce que je me suis inspiré de la médecine chinoise, c'est beaucoup au niveau des fonctionnements énergétiques, comment les chaînes causales autour des organes, ça, la médecine chinoise a beaucoup étudié. Mais dans ce volet-là de la médecine chinoise, on ne tient pas compte des méridiens acupuncture. Mais c'est une voie que j'ai beaucoup explorée parce que j'ai eu la chance d'avoir une personne qui connaissait bien la médecine chinoise et avec laquelle j'ai collaboré pendant plusieurs années. Donc ça, c'est un volet, c'est le volet donc santé, qui est un volet important. Il y a le volet évidemment psycho-émotionnel, dans lequel on va faire des voyages à l'intérieur de notre être, ou le voyage chez un partenaire, dans lequel on va aller visiter notre histoire personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir du moment où j'ai été conçu, avec papa et maman, hein, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai une histoire de vie. Cette histoire de vie-là, quelque part, je peux aller voyager à l'intérieur de celle-ci. Par exemple, j'ai eu un traumatisme à l'âge de 3 ans, ben, je peux aller voir ce traumatisme-là et faire un travail de lecture, déprogrammation et soins.
Donc, on peut vraiment faire un gros travail sur notre histoire personnelle. On peut également faire un gros travail sur notre histoire familiale aussi. Donc, mon arrière-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite. Donc, on peut encore là, finalement, voyager dans l'histoire familiale pour faire un travail aussi de lecture des programmations et soins. On peut également faire des voyages dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, bien évidemment, c'est, par exemple, je regarde des films du Moyen Âge, puis à chaque fois que je regarde un film du Moyen Âge, mais je me mets à pleurer. Ben là, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir là, donc je peux peut-être faire un voyage dans l'époque médiévale et aller voir qu'est-ce qui va ressortir de ça, puis faire un travail là-dessus. Vous voyez, alors, on peut vraiment faire un travail dans l'aspect psycho-émotionnel qui touche énormément de domaines. On peut donc regarder notre histoire familiale, mémoire d'autres vies. On peut aller voir des comportements qu'on n'aime pas de nous-mêmes. On peut vraiment travailler sur plusieurs aspects. Et on peut également regarder le potentiel futur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais dans mon être, en dedans de moi, je programme un futur. Donc, je peux aussi travailler là-dessus si je le souhaite. Et puis aussi, donc, l'aspect spirituel qui va nous amener donc à travailler sur l'âme, les guides, toute la démarche du passeur d'âme, hein, donc de connecter avec les personnes décédées. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites aussi à cet endroit-là, qui peuvent être très intéressants. Donc, on voit que la pleine conscience intuitive touche finalement beaucoup de domaines. Et dans ce sens-là, bien évidemment, pour être capable de toucher tous ces domaines-là, il faut que notre esprit, on comprenne que notre esprit est un créateur et que le créateur me permet de pouvoir ouvrir diverses portes dans l'histoire du subtil, dans l'univers subtil, pour être capable justement donc de faire ces voyages-là, puis de pouvoir m'épanouir là-dedans. Et c'est ça un peu l'idée de l'enseignement tel que je le propose, c'est qu'on apprend à travers l'enseignement à voyager dans toutes ces sphères-là, pour être capable de devenir un voyageur qui est capable d'interagir avec tous ces domaines-là d'une façon vraiment de plus en plus naturelle, de plus en plus pratique et de plus en plus facile aussi. Une autre question. Si vous constatez des croyances limitantes chez un partenaire, est-ce possible de demander la permission juste avec l'intention? Non. C'est une question, je comprends ta question parce que je comprends évidemment que c'est une chose qui peut être intéressante d'envisager qu'on n'ait pas à confronter la personne, je dis ça comme ceci, envers ce qu'on perçoit d'elle. Parce que toi, tu me dis que tu perçois des croyances limitantes chez cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, pour elle, ce n'est pas des croyances limitantes. Peut-être que ça fait bien son affaire, puis ça lui fait évoluer, puis ça le fait épanouir. Donc, on tombe dans quelque chose de très complexe quand on est dans cette volonté. C'est un peu comme face au psychologue. Le psychologue pourrait dire, ben moi, j'aime pas ta croyance, je vais la changer si tu veux bien. Vous voyez, c'est un peu cette même logique-là. Le psychologue n'a pas à dire, tu as des croyances, puis j'aime pas tes croyances-là. Il a à te dire, ben moi, quelque part, j'accepte qui tu es, puis on va collaborer ensemble, puis je vais te prendre par la main, puis on va cheminer ensemble. Alors, dans la démarche intuitive, c'est un peu la même chose. On n'est pas à se positionner comme le maître à bord qui va décider ce que la personne qui est devant nous devrait être. On peut lui refléter, par contre, qu'elle a des croyances limitantes, mais on doit surtout lui expliquer pourquoi ces croyances limitantes l'empêchent de pouvoir atteindre son objectif de vie, l'empêchent de pouvoir s'épanouir, l'empêchent d'être heureuse. Et ça, je pense, c'est ça qui est le plus important. Et si la personne, même après qu'on lui ait dit ça, nous dise, ben moi, je ne veux pas changer ces croyances limitantes-là parce que je suis bien avec, ben on doit l'accueillir et l'accepter. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien important. On ne doit pas tomber dans le piège qu'on trouve quelquefois dans la spiritualité, de dire, ben moi, je sais tout, puis parce que je sais tout, ben toi, tu dois te taire, puis toi, finalement, te prosterner envers mon savoir, puis tu dois suivre mon chemin. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut effectivement être dangereux. On doit avoir une forme de bienveillance, je dirais, dans une démarche intuitive. Et si Lucien, tu as effectivement une volonté de bienveillance envers un travail comme celui-là, ben cette bienveillance-là va être reconnue par ta personne. Si tu lui expliques pourquoi ces croyances limitantes-là sont perturbatrices pour elle, puis comment tu es heureuse de pouvoir l'aider pour qu'elle puisse justement atteindre le mieux-être, puis qu'elle dise oui, je suis d'accord avec toi, puis oui, je veux m'en sortir, il n'y aura pas de problème. Le fait que tu puisses lui partager consciemment, ça va être juste que vous avez deux personnes qui ont une motivation à atteindre le même objectif et ça va faciliter le travail à ce moment-là. OK, donc c'était un peu la question qui a été la grande question du jour, qui était la déprimation, que j'ai élargi un petit peu là, pour montrer de quelle façon qu'on pouvait vraiment intégrer les trois volets, donc lecture intuitive, déprimation et soins, puis de quelle façon on pouvait les appliquer aussi dans les domaines de l'énergétique. Si quelqu'un est dans un moment de colère, peut-on lui envoyer des soins sans son contentement? C'est toujours la question, quelque part, qui est une question, moi je vais vous répondre d'une façon, on va dire ça comme ceci, là, droite.
dans le sens que c'est clair que non, on ne peut pas lui envoyer quelque chose sans son consentement. Si c'est une personne adulte, on ne peut pas lui envoyer. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple de ça. Il y a une technique dans les premiers enseignements que vous avez suivis, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, dans lequel on parle de la technique d'accueil ou la technique de réunification. C'est dans le module 2 de l'introduction. Et on le retrouve dans d'autres enseignements, mais c'est dans le module 2 de l'introduction que c'est proposé. Puis c'est un enseignement que quand il est donné en présentiel, c'est un enseignement que je propose de faire en introduction pour le faire sur soi et le faire sur un partenaire. Donc, on l'expérimente donc dans les deux positions. Qu'est-ce que tu entends par envoyer? Envoyer, en fin de compte, c'est envoyer d'un soin énergétique par intuition, envoyer de l'information, ça peut être de l'intuition, une intention, un point d'intention, mais ça peut être aussi un soin énergétique qu'on envoie à la personne. C'est un peu cette idée-là que Robert avait, je pense, c'est ça. Puis, dans un cas de la technique d'accueil est très intéressante parce que c'est une technique finalement où on apprend à faire un exercice où on est deux personnes. Il y a une personne qui est passive et une personne qui est active. Et la personne qui est passive, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend le temps de simplement envelopper le partenaire avec qui elle est, puis l'amener dans son cœur. Très sommairement, c'est à peu près ça. Et pendant qu'elle fait cette étape-là, tout au long de l'exercice, bien évidemment, on est attentif. Si moi j'enveloppe quelqu'un, ben, je vais constater, ah, ben, c'est drôle, hein, j'enveloppe dans telle région, puis c'est plus difficile, ou dans telle autre région, je sens comme un vide, ou dans telle autre région, je sens beaucoup d'énergie. On va observer donc des perceptions. Et à chaque fois qu'on observe des perceptions, bien évidemment, on peut prendre le temps de décrire ce qu'on voit en temps et ressent, questionner, déprogrammer, soigner. Alors, vous voyez, c'est comme ça que cette technique-là, finalement, permet d'envelopper d'amour notre partenaire, puis en même temps, nous permet d'observer où se trouvent des zones de réaction, de résistance chez elle, et d'apprendre donc à développer la lecture intuitive comme première approche. Et il y a une personne, je me rappelle très bien, c'est un groupe, ça s'est fait à Cassis, ouais, dans le sud de la France, là, pas loin de Marseille et tout ça. Et c'était beaucoup de gens qui étaient spécialisés en santé qui étaient là. Il y avait 2 médecins, des psychologues, un psychiatre. Je n'avais jamais vu ça. C'était tous des gens de la santé, des infirmières aussi. Donc, c'était vraiment très rare. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un groupe aussi qui était avec autant de professionnels de la santé. Et il y avait je me rappelle très bien, il y avait donc cette technique-là que j'avais proposé de faire. Puis je ne sais pas pourquoi eux semblaient peut-être trop en confiance parce qu'ils étaient tous entre des professionnels, peut-être le sentiment d'être à la hauteur, je ne sais pas. Et il y a un couple parmi ce groupe-là. Un couple, quand je dis un couple, ce sont 2 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont fait l'exercice ensemble. Et quand ils ont fait cet exercice-là, il s'est passé quelque chose de très intéressant, puis je vous en parle pour bien faire comprendre quelque chose là-dedans. C'est que la technique d'accueil ou de réunification, c'est une technique, effectivement, où on fait quelque chose. C'est un peu comme 2 êtres humains qui sont faits de chair et d'os, qui ont des frontières physiques, qui vont dissoudre leurs frontières physiques. Et là, il y a comme un échange d'informations qui va circuler entre elles. Et dans ce cas-ci, ces 2 personnes-là, il y avait une qui faisait l'exercice, l'autre qui la recevait. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que pendant que la personne faisait l'exercice, elle a capté une émotion de colère chez son partenaire. Et cette personne-là, quelque part, elle a pris ça personnellement et elle a eu l'impression que la colère qui était là était une colère qui est mise en réaction. Alors, c'est une colère qui ne s'adressait pas nécessairement à elle, hein, mais elle a eu une réaction face à cette colère-là, puis elle a donc arrêté l'exercice, elle s'est retirée. Et l'autre personne qui émettait la colère, ben, elle s'est sentie abandonnée parce que l'autre a arrêté l'exercice à ce moment-là. Et il y a eu donc une émotion forte qui s'est résultée dans le même moment. Les 2 personnes ont eu des réactions émotionnelles très fortes et qui ont entraîné une genre de répulsion de la personne qui était devant elle. Et à la fin de l'exercice, ils n'étaient plus capables de se parler. Ils n'étaient pas capables de même partager comme tel ce qui s'était passé parce que ça était venu chercher trop fortement des émotions qui étaient en eux, alors qu'ils n'étaient pas parlé. Ils n'avaient pas eu la chance de pouvoir partager ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient dans l'émotion de ce qu'ils avaient expérimenté. Je parle de ça parce que l'exemple que tu donnes, Robert, par rapport à la colère, c'est qu'effectivement, on pourrait dire, ben oui, la personne est en colère, je vais lui envoyer de l'amour. Oui, bien sûr qu'on peut faire ça, c'est certain. Maintenant, encore une fois, quand on est en train de transmettre de l'information envers quelqu'un,
la personne à qui reçoit l'information qu'on lui donne, de quelle façon qu'elle va réagir à ce qu'on lui donne. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que justement, on est dans un monde subtil à ce moment-là. On est dans un monde où on ne sait pas quelque part qu'est-ce qu'on génère, qu'est-ce qu'on crée, si on n'est pas dans un processus de conscientisation de ce qui se passe. Donc, moi, je pourrais avoir une bonne intention à transmettre de l'amour avec quelqu'un qui est en colère, et cette personne-là pourrait capter cette bonne intention-là comme étant une agression, qu'elle pourrait ensuite me transmettre toujours dans le monde subtil, puis elle pourrait peut-être même incarner de la colère envers moi ou même de l'animosité envers moi parce que justement, sans trop qu'elle sache pourquoi, elle aurait l'impression que je serais intrusif, que je serais envahisseur, etc., alors que je ne le suis pas. Alors, vous voyez, il y a plein de phénomènes comme ça qui peuvent se produire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette notion de frontière physique qui existe réellement. C'est-à-dire que moi, physiquement, je suis fait de chair et d'os. Donc, quand je rencontre quelqu'un, si je rentre dedans, ça fait ça. Je rentre physiquement dedans. Donc, ça, c'est une première chose. Puis, le monde invisible, le monde subtil, qui lui me permet de dépasser, de dissoudre ces frontières-là à volonté. Et parce que je dissous ces frontières à volonté, je rentre dans des zones d'ombre, des zones de tension, des zones d'émotion qui peuvent générer des grosses réactions chez les gens. Donc, il faut faire très attention à ce phénomène-là. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup l'idée de vraiment le faire le plus possible dans une intention, évidemment, que ce soit fait de façon la plus consciente possible, je dirais. Mais bon, ça, je comprends quelque part qu'on puisse avoir cette intention-là de dire, ah ben oui, la personne, c'est un peu comme la compassion, on a de la compassion, la personne est en colère, on a de la tristesse pour elle, on veut lui transmettre de l'amour. Bon, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites, bien sûr, mais ce que je voulais faire comprendre en même temps, c'est qu'on doit bien comprendre quelque part les mécanismes qui sont de cet ordre-là, qui touchent vraiment la notion de transfert contre transfert, qui a été beaucoup identifiée en psychologie moderne, et qui mettent en évidence justement toute cette notion d'échange énergétique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va transférer sur quelqu'un d'autre quelque chose? C'est parce qu'elle n'est pas capable d'assumer son énergie interne. Et comme elle n'est pas capable d'assumer son énergie interne, elle va prendre une colère qui est en elle, puis elle va dire, c'est elle qui est en colère parce qu'elle n'assume pas. Alors, vous voyez, c'est des pièges comme ça qui sont tous en liaison avec les mécanismes intuitifs qui ne sont mal compris actuellement, mais qui peuvent jouer à ce niveau-là, si on peut dire ça comme ça. Il y a Nathalie qui me dit « La colère est difficile à accueillir en soi et chez l'autre, mais elle parle de quelque chose d'important chez la personne qui le ressent. La prise de responsabilité de ce que je ressens dont tu as parlé est essentielle. » C'est ça. Je pense que tu as compris, c'est que c'est évident que la colère, c'est quelque chose qui peut se diriger vers l'autre très facilement. Donc, quand on vient avec la communication non violente, c'est l'idée quelque part que la colère, elle est là comme un messager en fin de compte. Dans l'image de la pleine conscience intuitive, c'est comme ça qu'on l'aborde. La colère est un messager qui m'exprime quelque chose. Peut-être que moi, je n'ai pas envie d'entendre ce que cette colère-là veut m'exprimer parce que je suis trop en colère contre quelqu'un, puis je dis c'est sa faute, cette personne-là. Mais si je prends le temps d'écouter la colère, peut-être que je peux me rendre compte que cette colère-là, finalement, elle m'appartient parce que j'ai peut-être pas su bien gérer ma relation avec cette personne-là. J'ai peut-être pas été à l'écoute de mon intérieur, j'ai pas été à l'écoute de mes limites, j'ai pas été à l'écoute à quelque part de ma volonté de me faire respecter. Alors, vous voyez que la colère, finalement, quand on commence à gratter ce qui est derrière la colère, on se rend compte finalement qu'il y a quelque chose qui nous appartient. Et quand ça nous appartient, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que quand ça nous appartient, ça nous permet de partager avec quelqu'un quelque chose que l'on vit. Et quand on est en colère contre l'autre, à ce moment-là, on est en train d'agresser l'autre et de lui dire que c'est de sa faute, etc. Et on n'est pas dans une position de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à bien comprendre et qui nous amène donc à se rendre compte que tout ce que la vie nous apporte sur Terre, en quelque part, on en est responsable. Et ça ne veut pas dire qu'on en est coupable. Ça veut dire simplement qu'on a une certaine responsabilité. Et cette responsabilité nous oblige donc à devoir se dire, OK, pourquoi la vie m'apporte ça? C'est un messager. Elle veut m'enseigner quelque chose. De quelle façon que moi, je peux accueillir le message pour grandir, évoluer, cheminer? C'est ça un peu le sens. Et ça amène cette notion du pardon. Le pardon, c'est que je dois faire un constat d'une situation. Par exemple, je suis colérique, je fais le constat que je suis colérique parce que quelque part, je ne me suis pas respecté. C'est un constat. Ensuite, je peux m'en vouloir toute ma vie, mais je peux aussi me pardonner de ça. Je peux aussi développer de la gratitude parce que grâce à cette émotion de colère-là, j'ai pu grandir, puis j'ai pu cheminer, puis j'ai pu apprendre conscience de certains fonctionnements que j'avais dont je n'étais pas conscient. Et par la suite, bien évidemment, je peux maintenant ensuite faire une déclaration en me disant, tiens, j'ai envie de déclarer que dorénavant, je vais agir différemment.
et que cette déclaration-là va m'amener à développer un nouveau contrat avec moi-même dans lequel je vais cheminer vers un changement, dans lequel je serai plus en harmonie avec mon être. Alors, vous voyez, c'est un peu le sens qui nous amène donc à cheminer dans une évolution puis une transformation à l'intérieur de soi. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais envie de vous transmettre, mais s'il y a des questions autres, d'autres choses que vous voulez nous parler, ben, ce serait le moment de le faire part. Je ne parle pas parce que je me reposais un peu la voix, tout simplement. Mais si vous avez des questions, des interrogations, vous me le faites part. Il y a aussi des démonstrations, évidemment, que je peux faire aussi, comme vous le savez. Le moment du webinaire, c'est un moment un petit peu qui est ouvert un peu à tous les espaces. Donc, c'est un moment pour en profiter, pour que vous puissiez en profiter, en fin de compte. Mais si vous êtes prêt à arrêter, il n'y a aucun problème. Je peux arrêter aussi. Alors, vous savez qu'ils sont tous enregistrés, les webinaires, que vous allez pouvoir tous les retrouver sur la chaîne de la pleine conscience intuitive dans les jours qui suivent. Donc, ceux qui sont intéressés à revoir les replays, des conférences, des webinaires et des questions-réponses que des fois je fais aussi, vous allez tout retrouver ça. Des lectures d'âme également que je fais aussi. Vous allez tout retrouver ça dans la chaîne de la pleine conscience intuitive. Oui, donc la montée de la Kundalini, c'est un sujet toujours, c'est un sujet qui est intéressant. Je ne te dirais pas que je suis expert de la montée de la Kundalini. C'est un sujet quelque part qui, on pourrait le présenter sous deux façons, hein. La montée de la Kundalini, c'est l'idée quelque part qu'un être humain qui chemine dans sa voie spirituelle va parvenir à libérer ce qu'on peut appeler le serpent. La Kundalini, c'est ça, c'est une énergie quelque part qui va partir du chakra racine et qui va donc circuler à travers les chakras, les 7 chakras, pour amener ce qu'on appelle l'illumination. Alors, ce processus-là va se faire sans heurte idéalement, c'est ça qui va entraîner l'illumination, mais malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs qui constatent que cette expérience de la Kundalini peut être associée aussi à des obstacles, c'est-à-dire qu'on peut donc, à travers cette montée de la Kundalini, rencontrer des zones de résistance, et ces zones de résistance-là peuvent entraîner donc un travail spirituel dans lequel il peut y avoir des problèmes de santé qui vont être émis de cette montée de la Kundalini-là, ou des problèmes d'ordre psychologique, etc. Et tout ça, finalement, est un apprentissage que chacun d'entre nous, nous avons à explorer et à expérimenter. Alors, si on veut le rendre spirituel, tout ça, mais je vous réfère à la Kundalini Yoga ou même au Kriya Yoga. Moi, je connais quelqu'un très bien qui fait du Kriya Yoga et tout ça. Donc, c'est des pratiques spirituelles qui vont vraiment beaucoup encourager l'idée que par la respiration, par le yoga, et par la méditation, on va favoriser donc cet éveil-là, de la montée de la Kundalini. Alors, ce qui est conseillé, c'est souvent que la montée de la Kundalini, on ne va pas la provoquer, on va plutôt chercher à la développer en étant de plus en plus conscient de toute cette structure énergétique qui nous habite et de chercher à mieux gérer notre énergie vitale, dont la sexualité, qui est un grand défi par rapport à la Kundalini, parce que la sexualité, c'est évidemment de l'énergie qui est en soi qu'on va expulser de l'extérieur si c'est un homme. Et puis bon, toute la charge aussi orgastique là, qui est toute liée donc à libérer de l'énergie finalement. Et cette énergie-là, bien évidemment, les yogis vont chercher, eux, à la capter, à la garder en dedans d'eux pour expérimenter justement une forme d'extase qui vont les amener vers l'illumination. Alors, c'est un peu ça, grosso modo, ce qu'on pourrait dire par rapport à ça. Et évidemment, il y a des gens qui vont vous dire, ah, ben moi j'ai une montée de la Kundalini, etc. Moi, ce que j'ai tendance à dire, tout ça, c'est que la montée de la Kundalini, c'est basé sur un modèle spirituel qui nous amène à nous dire, ben voilà, si on monte la Kundalini, on va donc évoluer spirituellement parlant, etc. On va éveiller notre être humain, etc. Moi, ce que je dis, c'est que si on est un être humain qui apprend à se connaître, qui apprend à bien gérer sa vie, à être une personne juste, etc., bon, on arrive justement à développer une forme d'alignement. Et cet alignement-là est favorable à la montée de la Kundalini sans qu'on la nomme.
La montée de la Kundalini, c'est un terme, en Canada, qui est beaucoup associé à la démarche spirituelle et qui est souvent, finalement, un peu un modèle idéal, hein, que les gens vont tous se dire, ah, ben oui, moi, je veux atteindre l'illumination, je veux ma montée à la Kundalini. Et là, on commence à interpréter tout ce qui se passe dans notre vie en fonction de ça. Et ça, des fois, ça peut être effectivement quelque chose qui n'est pas tout à fait adéquat. Parce que si on regarde la démarche intuitive, on comprend quelque part que tout ce qui se manifeste en soi, mais la première chose qu'on doit chercher à faire, c'est de simplement s'adresser à l'information qui est là, puis de lui dire qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi ton message. Donc, on n'a pas interprété l'expérience de la montée de la Kundalini systématiquement à ce moment-là. Et je pense que ça peut être intéressant, donc, de bien comprendre cette chose-là. Oui, certains disent que cela peut rendre fou, effectivement. Dans certains cas, évidemment, ben, c'est comme, il faut comprendre beaucoup de choses là-dedans. Si on est dans une démarche spirituelle, on est trop dans la spiritualité. Si on est trop dans le désir de voir cette montée de la Kundalini prendre forme, si on perd pied par rapport à nos émotions, parce que souvent dans l'enseignement spirituel, l'aspect émotionnel n'est pas, on n'apprend pas à le gérer tant que ça. On apprend à travailler sur le corps avec le yoga, on apprend à faire le calme mental avec la respiration, on apprend à faire la méditation, mais la gestion de nos émotions, faire face à l'émotion pure, comme j'appelle, n'est pas toujours on n'a pas d'outils comme tel à le faire. Et là, ça peut vraiment entraîner des problèmes psycho-émotionnels, justement, des gens qui peuvent perdre la carte, etc. Et là, évidemment, on peut se rendre compte que ce type de problèmes-là peuvent se manifester. Moi, j'ai fait une conférence pour le mois d'avril, justement, sur les neurosciences et l'éveil. J'ai trouvé ça très intéressant, je peux vous en donner un petit mot. Hein. C'est un neuroscientifique très reconnu aux États-Unis qui s'est comme proposé, donc justement, de faire un livre, justement, sur comment on peut comme mettre en évidence un peu la notion d'éveil, l'éveil spirituel, et de quelle façon que ça peut justement être développé par justement un bon fonctionnement du cerveau. C'est très intéressant parce que c'est un neuroscientifique, c'est un expert du cerveau, c'est quelqu'un qui est renommé aux États-Unis à ce niveau-là et qui a donc pris le temps d'écrire un livre là-dessus. Donc, c'est assez inusité parce que c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui a une renommée, il n'a pas besoin de faire ça pour gagner sa vie. Et il le fait parce qu'il y avait une volonté de transmettre un savoir là-dessus. Il a même collaboré avec un chaman dans cet ouvrage-là, donc c'est quand même intéressant. Et je vais faire une conférence sur ce thème-là, donc en début avril. Donc, si ça vous dit, on va pouvoir approfondir certainement cette notion de l'économie. Ce qui est intéressant, c'est que lui parle de l'éveil, mais jamais il parle dans son livre de l'expérience de la montée d'économie ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que aux États-Unis, il y a un médecin qui a pris le temps de faire une genre de clinique de la Kundalini, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de répertorier tous les symptômes associés à la montée de la Kundalini. C'est un médecin qui a pris le temps d'observer ça. Alors évidemment, il faut comprendre que tous ces symptômes-là qui sont associés à la montée de la Kundalini sont tous des éléments que si on fait une démarche intuitive, on va les voir comme des messagers tout simplement. Alors c'est là quelque part qu'on peut simplement chercher donc à faire un travail dans cette direction-là. Je savais bien que quelqu'un allait me poser la question sur le titre de l'ouvrage, mais je ne l'ai pas en tête malheureusement avec moi, puis je n'ai pas avec moi présentement. Mais j'en parlerai de toute façon la prochaine fois lors de la conférence pour ce livre-là. Le livre sur la Kundalini, je n'ai pas le titre en tête non plus, mais c'est un médecin également qui s'est intéressé aux symptômes de la Kundalini. Mais encore une fois, on doit comprendre que les symptômes de la Kundalini sont des symptômes qui sont directement reliés à ma gestion de l'énergie. Et que si je prends le temps, moi, de comprendre ce que mon corps souhaite me communiquer à travers ces symptômes-là, je m'accompagne dans un processus de guérison. Alors que si j'interprète ces symptômes-là comme des signes de la Kundalini, je suis dans un phénomène d'interprétation. Je ne suis pas dans un phénomène d'intégration de ce qui se passe en moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à bien comprendre. Donc, la montée de la Kundalini, pour ceux qui sont intéressés à savoir, bon, comme je disais tantôt, c'est la respiration, le yoga et la méditation, et certainement la gestion de la sexualité et de l'alimentation qui vont être des éléments importants. Il faut savoir que Wilhelm Reich avait écrit un livre qui s'appelait La fonction de l'orgasme, dans lequel ensuite il avait écrit un autre livre sur la révolution, je sais plus, la révolution sexuelle, je pense, qui sont intéressants parce que lui, justement, était un psychanalyste de départ qui a collaboré avec Freud et il a choisi de prendre un volet où il s'est dit, ben, le corps est important, c'est pas juste la tête. Hein. Freud avait plus l'emphase sur la tête et Wilhelm Reich a plus mis l'emphase sur le corps et reconnaître que le corps était une réalité
importantes au niveau de l'information somatique qu'on pouvait y retrouver. Et il a donc développé un langage autour justement de comment peut-on être heureux. Et comment peut-on être heureux? Ben, il avait identifié que le bonheur se manifestait à travers justement la sexualité, le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, il avait pris le temps donc de mesurer que quand on est excité sexuellement parlant, ben, on est conducteur. Notre corps est conducteur électriquement parlant et qu'on est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus dégagé. On a beaucoup moins d'appréhension ou de peur par rapport à des espaces de notre corps parce que justement, on les habite tous. Alors, il y avait toute cette notion c'est intéressant ce qu'il avait fait parce que je trouve qu'en spiritualité, on a tendance quelquefois à négliger cette réalité-là. Et lui avait reconnu cette réalité-là comme faisant partie du processus d'éveil justement spirituel. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Et c'est deux pistes que je vous donnerai sur ceux qui ont envie d'explorer davantage la montée de la Kundalini. Maintenant, par rapport à la pratique intuitive, mais je vous dirais simplement que la montée de la Kundalini, elle se perd comment? Mais c'est simplement en cherchant à créer un mouvement ascendant et descendant au niveau de la colonne vertébrale, donc au niveau des chakras, tout simplement. Alors ça, c'est une façon d'explorer ou d'apprivoiser justement cette idée qu'on peut arriver à développer un éveil autour de ces chakras-là. Si on veut aller plus d'une façon plus approfondie, tout l'enseignement sur la spirale évolutive des chakras que j'enseigne va nous donner l'opportunité de vraiment comprendre comment chacun des chakras fonctionne et de quelle façon qu'on peut les stimuler et les éveiller pour que l'énergie soit de plus en plus abondante dans chacun des chakras. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir travailler sur cette dimension de la spiritualité et de l'expérience de la Kundalini. Mais pour tout ça, évidemment, ce que je vous dirais, c'est que la montée de la Kundalini, si on le regarde d'un point de vue de la pleine conscience intuitive, tout ce qui se manifeste comme étant la montée de la Kundalini sont des expériences qui sont directement associées à des messagers qui sont dans notre corps qui veulent me communiquer des choses. Alors, si on commence à reconnaître ça, on arrête de mettre le focus sur la Kundalini, mais on met plus le focus sur la qualité de l'information qu'on peut aller chercher. Et je pense que ça peut être intéressant, évidemment, donc de bien comprendre ça. Donc, la montée de la Kundalini, c'est intéressant, mais je pense qu'on a tendance justement à des fois, par ignorance, je dirais, et puis par fascination face à ça, trop mettre l'emphase sur ça et oublier quelque part, négliger justement tout le reste, c'est-à-dire que notre corps nous parle, puis que si on prend le temps de l'écouter, ben, on risque de pouvoir mieux intégrer l'expérience de la Kundalini dans notre corps plutôt que de rester un peu fasciné par ça. C'est malheureux, mais c'est souvent ça qui se passe avec la montée de la Kundalini. Donc, voilà. Donc, moi, je vais, à moins que vous ayez d'autres questions, je crois que je vais m'arrêter bientôt. Pour la conférence, bien évidemment, vous allez recevoir donc un mail en début avril, donc on est le 31, ce ne sera peut-être pas demain, hein, mais dans les prochains jours dans lesquels je vais vous annoncer la conférence. Il y aura donc un enseignement aussi qui va être proposé, parce que je collabore avec un salon en Suisse qui va donc proposer un enseignement autour des neurosciences et de l'éveil. Donc, il y aura donc une conférence qui va être gratuite et il y aura donc un petit enseignement qui sera fait par cette organisation-là, qui lui sera payant. Mais ça, je vais vous préciser dans l'envoi du mail pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions avant que je termine? Merci Nathalie. Merci, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et merci et bonsoir à tous. Merci beaucoup, Robert. Merci donc à tous. Alors, je vous dis au courant concernant donc le livre. Il y en sera question pour la prochaine fois, mais c'est un livre qui a été, je sais qu'il y a plusieurs titres différents parce que selon le pays où est-ce que vous voulez l'acheter, il a changé de titre. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est neurosciences et chamanisme, il me semble, quelque chose comme ça qui, si vous faites une recherche autour de ces deux termes-là, vous allez tomber sur ce livre-là. C'est un médecin américain qui a collaboré avec un chaman dans ce livre-là. Moi, la partie chamanique, je la trouve moins intéressante, mais la partie sur le neuroscientifique est vraiment très intéressante et très riche. Et comme je disais tantôt, ben, j'avais planifié de faire une petite conférence autour de ça qui pourra donc être proposée là, dans le début du mois d'avril. Donc, je vais vous remercier pour votre participation. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Et je vous dis donc à très bientôt. Donc, dans les prochains jours, d'ici peut-être 2-3 jours, vous allez retrouver sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive de YouTube cette conférence, ce petit webinaire-là pour ceux qui auraient envie de le visionner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.